Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous êtes confortablement installés et prêts à passer une heure agréable en notre compagnie. Je suis Grégoire Meridjen. Bon, moi, j'occupe le rôle de directeur conseil chez Calliope, une agence spécialisée dans la transformation digitale des acteurs de l'économie. On les accompagne dans la définition des enjeux, la conception, le développement des solutions et la gouvernance et la vie long terme des produits numériques. Mais assez parlé d'eux. Moi, passons plutôt au vif du sujet. Donc, la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre a profondément changé le rapport au tourisme et au territoire. Si elle a été un cataclysme pour l'ensemble de la profession, elle est aussi porteuse de mutations intéressantes. Et parmi ces changements positifs, on peut par exemple mettre en avant une consommation plus locale, responsable et durable des territoires. Mais aussi le besoin d'expériences authentiques qui rapprochent et se partagent. Et donc, les intervenants du jour, Charles et Jean-Charles de la société Eneo, vont justement vous parler de tout ça et comment ils ont pu concevoir et développer une application qui répond à ces enjeux. Et Jacques, lui, vous expliquera comment la solution Cuzzle a été un formidable accélérateur de développement qui a pu ouvrir la porte à de nombreuses fonctionnalités avancées. Avant de leur laisser la parole, un petit point d'organisation. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Les intervenants y répondront soit en live, si ça renforce le discours, soit à la fin de la présentation, lors d'une session d'échange. C'est tout pour moi. Je laisse maintenant la place à Charles, Jean-Charles et Jacques pour votre webinaire, la gamification, un levier performant pour un tourisme local et responsable. À vous, messieurs. Bonjour à tous. Je vais commencer par présenter rapidement la société Eneo. Donc Eneo, en fait, on est une agence numérique donc on travaille pour la préservation et la valorisation du patrimoine naturel. Donc concrètement, on peut accompagner des porteurs de projets, alors que ce soit de différents types, hein, ça peut être des territoires, ça peut être des privés, des associations, sur l'innovation de services pour la protection du patrimoine. Alors, on peut commencer de la feuille blanche à l'étape de vraiment design thinking, innover, imaginer un nouveau service. Et on peut aussi intervenir un petit peu plus en aval sur de la conception ou du développement vraiment d'outils numériques. Et puis, dans cette présentation, on va faire un petit focus sur la solution Explorama que nous, on porte au sein de la société Eneo, qui est dans le secteur de l'écotourisme et de l'éducation à l'environnement. Et notre but avec cette solution, c'est véritablement de partager en fait notre savoir-faire numérique avec des acteurs de terrain qui ont le savoir-faire lié à l'agronomie, à l'environnement, à la biodiversité, pour proposer une nouvelle façon de découvrir notre patrimoine naturel. Et puis, dernier point aussi important qui caractérise la société Eneo, c'est véritablement une volonté aussi d'éco-conception des services numériques. Là, l'idée, c'est vraiment de limiter l'impact de nos services et de notre activité sur l'environnement, parce que pour nous, voilà, c'est important aussi d'être en accord avec nos valeurs. Je vais laisser Jacques maintenant présenter Cuzzle. Cuzzle est un éditeur de logiciels open source, sous licence Apache 2. On conçoit et édite une plateforme pour développer des applications mobiles et IoT. Cuzzle a été lancé en 2017. On compte à ce jour 250 000 téléchargements. La solution Cuzzle a effectivement été choisie pour de nombreux clients sur des villes et territoires connectés, et également par des groupes plus industriels dans l'industrie, tels que la SNCF notamment, ou le groupe Bouygues. On est une plateforme qui va permettre de réduire le time to market, le lancement de vos applications, de vos solutions, telles que des smart services notamment, et on permet à ces territoires, à ces villes de se connecter et de pouvoir mettre en œuvre ces smart services. Les éléments un peu clés de la plateforme, je vais passer très vite, mais on reviendra tout à l'heure là-dessus. Cuzzle, c'est un logiciel scalable qui va permettre de développer très rapidement des preuves de concept, ensuite de déployer à l'échelle. Et surtout, on est made in France, donc 100% conçu et développé par des ingénieurs dans un centre de R&D à Montpellier. Alors, je vais vous présenter du coup un petit peu le contexte global avant de faire un petit focus ensuite sur Explorama. Donc sur les enjeux du tourisme local et du tourisme responsable. Alors des premiers enjeux importants, et donc on l'a vu notamment suite à la crise Covid, c'est une réelle volonté du grand public de se reconnecter à la nature et une prise de conscience vraiment de l'urgence de préserver l'environnement. Donc là, on peut aussi trouver une véritable opportunité à ce moment-là pour les territoires et les sites touristiques.
c'est véritablement de mettre en avant le patrimoine naturel dont dispose un territoire. Alors bien sûr, attention, l'idée n'est pas de surexploiter cet environnement au risque de le dégrader. Donc ça va aussi de pair avec de l'éducation à l'environnement pour bien le protéger. Deuxième tendance, c'est une volonté de vivre des expériences qui transforment, c'est-à-dire des expériences par lesquelles on va apprendre des choses, des expériences insolites, et on va en sortir grandi. Donc là, encore une fois, il y a une opportunité aussi pour les territoires, c'est véritablement de fédérer en fait les prestataires locaux qui proposent des activités différentes pour qu'ils se renvoient en fait leur clientèle respective. Donc l'idée étant bien de capter le touriste ou l'habitant et de le fidéliser à travers un bouquet d'activités, de lui donner envie de rester un maximum de temps sur le territoire ou en tout cas de pouvoir y revenir aussi pour ses prochaines vacances. Et puis dernier point, dernier enjeu, c'est d'impliquer les habitants dans la découverte et la promotion de leur territoire. Alors à savoir que les habitants souhaitent eux aussi découvrir ou redécouvrir leur patrimoine local. Pour beaucoup, ils ne connaissent très mal ou très peu. Et donc c'est une belle opportunité aussi pour les acteurs du tourisme de les intégrer finalement dans cette dynamique et d'en faire des ambassadeurs. À savoir que ce sont les habitants finalement qui vont partager leur retour d'expérience sur ce qu'ils ont découvert sur leur propre territoire. Donc ça, ils vont le partager avec les touristes de passage et donc partager leurs bons plans et au travers d'un discours qui est plus authentique qu'un discours, on va dire, marketé d'un territoire. Donc tout ça a pour effet aussi d'avoir du coup un impact positif sur le développement économique local. Alors comment la gamification peut être un outil de réponse, peut être adapté pour répondre à ces enjeux et ces tendances? Alors la gamification, petite définition tout d'abord, l'objectif de la gamification, c'est de rendre ludique en fait ce qui ne l'est pas. Donc pourquoi faire ça tout d'abord? Tout simplement parce que le jeu en fait c'est un formidable outil d'apprentissage, c'est un vecteur en fait d'émotions positives et donc concrètement ça permet de transmettre des connaissances plus rapidement, de les garder et puis aussi d'impliquer, de rendre proactifs les participants, de les amener à passer à l'action. Alors concrètement ça va consister en quoi? Ça utilise en fait des mécaniques du monde du jeu, alors jeux de plateau, jeux vidéo, et on va les appliquer dans un domaine qui va être différent. On va appliquer des petites recettes comme ça dans un domaine différent. Donc les techniques, ça peut être conception d'un monde entièrement virtuel dans lequel on va plonger un utilisateur, un joueur. Ça peut être aussi ramener des éléments de scénarisation sur l'expérience que va vivre le joueur. Et ça peut être utiliser aussi des mécaniques de jeu, donc du gameplay, qui va être différent. Alors quelques exemples rapides qui font appel aussi au numérique. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le numérique, en fait, va nous permettre de redéfinir un petit peu la relation qu'on a à l'espace et au temps au niveau du tourisme. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire de n'importe quel endroit dans le monde un terrain de jeu qui va être accessible de n'importe où dans le monde et à n'importe quel moment. Voilà, donc ça rebat un petit peu les cartes à ce niveau-là. Donc quelques exemples. Par exemple, Albi, qui a reconstitué entièrement la ville au sein de Minecraft, en utilisant le moteur de jeu Minecraft, et qui a permis de faire des visites guidées. Donc il y avait 15 personnes en même temps avec un guide qui pouvaient concrètement voler dans la ville, aller rentrer dans les bâtiments, etc. Et le guide était là pour les accompagner et leur amener de l'information en plus. Et puis autre élément, cette fois-ci un petit peu plus, donc pas dans un monde virtuel, mais bien dans un monde réel, c'est les îles Féroé qui ont mis en place le fait de pouvoir guider avec une manette de jeu sur son smartphone, de pouvoir guider en fait un vrai guide local qui était là-bas et de lui dire bah, tiens là j'ai envie d'aller à tel endroit sur les îles Féroé, là j'ai envie d'aller là-bas, là il faudrait que tu sautes, etc. Voilà, donc c'est comme si on contrôlait finalement un personnage à travers lequel on va découvrir véritablement le lieu. Voilà, donc ça c'était quelques exemples. Alors vous allez me dire où est l'impact économique local dans ces cas-là. Effectivement, c'est là où le modèle économique du tourisme était plutôt axé sur la fréquentation des lieux réels par le touriste. Là, en fait, le numérique va déplacer ce modèle vers du paiement en ligne pour accéder à des contenus qui vont être partageables, qui vont être augmentés. La rencontre, elle aussi, on a un petit peu modifié. On va plus être en contact direct avec les habitants ou avec le guide, mais par contre, elle est bien réelle encore, elle est bien là, puisqu'on va pouvoir partager non seulement avec le guide, mais éventuellement avec les autres participants qui vont partager cette aventure numérique avec nous.
Alors par contre, je vous l'accorde, le contact à la nature, là, on le retrouve un petit peu moins. C'est pas l'idéal. Alors après, ce qu'on peut noter aussi, c'est que le numérique, finalement, peut permettre de limiter la fréquentation de certains lieux, comme par exemple les îles Féroé, et donc finalement de limiter leur dégradation. Donc en soi, alors si bien sûr le service numérique est bien éco-conçu et a un impact non négatif sur l'environnement. Mais voilà, c'est ce petit point-là aussi qui est important, comment le numérique peut limiter la dégradation de l'environnement. Alors dans ces quelques exemples-là que je vous ai montrés, le numérique, il n'a pas pour but de supprimer le tourisme in situ, il permet plutôt en fait d'élargir l'expérience, alors soit en amont, en se disant, bah, tiens, j'ai envie de découvrir un lieu même avant d'y aller, et donc là, ça me donne envie d'y aller, de voir concrètement ce que j'ai vu là dans l'outil numérique, soit après une visite in situ, pour revivre l'expérience, la partager, la revivre différemment, et peut-être à plusieurs. Voilà. Et ça permet aussi également de s'adresser à des nouveaux publics qui ne seraient pas forcément venus, qui ne seraient pas déplacés sur place pour découvrir. Alors, d'autres techniques de gamification visent quant à elles à changer en fait l'expérience in situ pendant la visite. Alors, quelques exemples encore une fois. Le jeu Sneaky Cards, donc c'est en fait des défis, des cartes défis réelles qu'on va pouvoir transmettre, donc qui vont nous amener à réaliser des défis. Alors par exemple ici, prenez un selfie avec un inconnu, et puis une fois que c'est fait, on va transmettre cette carte à quelqu'un, alors soit un ami, un collègue, soit l'inconnu en question avec lequel on a pris le selfie. Donc ça a été réadapté par le parc naturel régional de l'Avesnois en mettant des défis éco-citoyens. Et donc là, ce qui est important dans ce concept de Sneaky Cards, c'est la notion d'accomplissement personnel. En fait, on réalise des défis, on progresse. On peut également suivre le trajet en fait de sa carte défi sur Internet, c'est-à-dire une fois qu'on l'a passé, on peut voir qui est en train de faire ce défi, à quel endroit dans le monde, par exemple. Donc il y a cette notion aussi de communauté, d'effort collectif pour atteindre un objectif commun. Autre exemple, c'est les fameuses chasses au trésor que tout le monde connaît. Donc là, l'idée, c'est plutôt de proposer un scénario immersif aux participants, dans lequel il va prendre le rôle de héros qui doit atteindre un objectif. Alors bien souvent, c'est éviter une catastrophe ou sauver un personnage. Et donc pour cela, il va devoir chercher des indices dans son environnement proche, ça va le pousser en fait à observer, ou alors à aller discuter avec des habitants, avec des commerçants locaux pour trouver des indices et avancer en fait dans l'énigme, dans le scénario. Et donc à la fin, bien souvent, une fois qu'il a réussi sa mission, il va pouvoir aussi gagner des points, on va dire des cadeaux qui vont valoriser son effort. Alors avantage du numérique dans ce cas-là, c'est véritablement de pouvoir aussi pallier aux mesures restrictives qu'on a connues, c'est-à-dire que ces jeux-là peuvent être faits en totale autonomie sur des groupes assez restreints et peuvent être faits également à des périodes différentes. Donc ça permet de démultiplier les temps de découverte du territoire. On peut le faire aussi bien le week-end qu'en journée. Voilà, dès qu'on a un peu de temps, dès qu'on a une heure devant nous, on peut aller faire notre parcours de découverte. Voilà. Et puis ça peut être aussi complémentaire à une visite guidée, c'est-à-dire que ça peut amener, ça peut donner l'envie d'en savoir plus sur notre patrimoine, et puis voilà, de prendre un guide qui va nous ramener sur le même chemin, mais nous apprendre beaucoup de choses différentes. Voilà. Alors Explorama se positionne en fait sur cette thématique-là et a pour but de rendre la création de jeux de pistes numériques accessible à tout acteur qui souhaite valoriser son patrimoine, et cela même sans connaissance technique. Donc je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Charles qui va vous présenter plus en détail Explorama. Oui, merci Charles. Donc effectivement, au départ du projet Explorama, nous, notre objectif, c'était de proposer une nouvelle façon de transmettre de la connaissance sur le patrimoine naturel à travers le jeu, en impliquant du coup des gens, en étant proactifs et en favorisant les échanges. Donc Explorama, c'est une solution de création de jeux de pistes numériques, comme l'a dit Charles tout à l'heure, où on peut créer donc des parcours en plein air axés sur le patrimoine et la nature. Il se compose de 2 outils, donc une application sur mobile qui est destinée au grand public, où en fonction de notre géolocalisation en France, on a une proposition, une liste de parcours Explorama à faire autour de soi. Quand on entre dans un parcours, du coup,
comme un jeu de piste classique, on a différentes missions à réaliser. Ce sont des missions en réel qui peuvent être rends-toi au pied de la statue ou trouve un tilleul autour de toi dans le jardin où tu te situes. Et complétées par différents jeux, donc des quiz, des énigmes. Et en complément, donc une fois qu'on a réussi ces missions, qu'on a réussi le parcours, un système de récompense. L'autre partie d'Explorama, c'est le studio, et là qui est destiné aux professionnels pour créer ces fameux parcours numériques. Et c'est à cet endroit qu'on élabore un scénario, un fil rouge qui va lier les différentes missions de notre parcours et qu'on va transmettre du coup cette connaissance sur la thématique choisie à travers donc, les questions qu'on va poser, mais aussi les différents indices et explications qu'on peut mener. Quelques exemples de sites qui utilisent Explorama. Donc, on a des sites touristiques privés, comme le Pont du Gard, et des domaines viticoles qui font de l'œnotourisme. Et puis, on a des sites publics, des territoires de toute taille. Ça peut aller de la simple commune à des agglomérations, des métropoles et même des départements entiers, comme par exemple la Charente-Maritime. Explorama, tel que je vous le présente là, n'a pas été fait en un jour. On a eu plusieurs versions. On a commencé par des Google Sheets remplis en ligne à la main. Et puis ensuite, on a utilisé Google Firebase. Et aujourd'hui, du coup, on utilise Quezzle parce qu'on avait besoin, donc, comme je vous l'ai présenté, de pouvoir mettre en relation une grande quantité de joueurs sur un support mobile, mais aussi de pouvoir gérer des utilisateurs professionnels sur un support web ordinateur et de pouvoir faire en sorte que tout ça fonctionne de façon simultanée, en temps réel et sans souci. Et donc, c'est pour ça que sur la phase d'industrialisation, on a utilisé Quezzle. On a fait appel à Quezzle pour la transition. Voilà, donc je laisse la parole à Jacques. Je vais vous dire un mot sur les challenges du projet. Donc on va retrouver dans le cœur de la plateforme un cœur open source qui est Quezzle, qui va servir l'application mobile à gauche et qui va servir également le studio Explorama à droite. Dans cette architecture, ce qui est assez clé, c'est effectivement de permettre au studio de gérer des parcours, de les paramétrer, de gérer les utilisateurs, de gérer les contenus également, de paramétrer les comptes, et en parallèle de ça, de permettre aux utilisateurs sur le terrain, des joueurs qui vont utiliser l'application mobile, de pouvoir accéder à ces parcours. Donc, Quezzle va réussir cette synchronisation en servant de back-end as a service entre l'app mobile à gauche et le studio à droite, et va permettre un paramétrage dynamique dont je reviendrai un peu tout à l'heure là-dessus, notamment au travers d'un moteur de règles, notamment au travers de fonctionnalités de géolocalisation et de geofencing, notamment au travers aussi d'un moteur temps réel de notification et d'alerte. Donc pour les challenges sur ce projet, effectivement, lorsque on a démarré le projet, le premier challenge c'était une migration de Google Firebase vers Quezzle, avec une application mobile Explorama qui fonctionnait et qui tournait, qui était déjà téléchargée et qui fonctionnait sous Firebase. Ce qu'on a permis de faire, ce qu'on a dû faire, c'était de mettre en place une synchronisation de données entre les deux back-ends, entre le back-end Firebase à gauche et le back-end Quezzle à droite, afin de permettre à ce que les utilisateurs de gauche qui utilisent l'application n'aient pas de disruption de service lorsqu'ils mettent à jour l'application et peuvent ensuite aller continuer à utiliser leur compte, leur profil pour jouer au jeu et vont pouvoir retrouver leur historique. Donc la synchronisation a été permise au travers de fonctions cloud de Google Firebase, et on a également utilisé le SDK Quezzle avec des appels d'API pour synchroniser en temps réel tout ce qui a été réalisé sur les missions par les utilisateurs et sur l'ensemble de leurs données utilisateurs qu'on va retrouver dans Quezzle. Deuxième challenge sur ce projet est ce qu'on appelle les fonctionnalités géographiques, la gestion de données, de coordonnées GPS, la gestion de géopoints, la gestion de zones géographiques,
dans lequel le point important, c'est est-ce que effectivement des zones peuvent être définies, des cercles, des polygones, des distances, des limites, des emplacements, et ensuite est-ce qu'on doit pouvoir déclencher des notifications, des alertes basées sur l'approche d'un point d'intérêt, basées sur l'approche d'un tilleul, lorsque on recherche un tilleul sur le jeu, ou basées sur la réalisation de la mission, ou basée sur l'entrée ou la sortie d'une zone qui peut être paramétrée dynamiquement. Donc la fonctionnalité de geofencing en bon anglais, ou géorepérage en français, est la capacité à pouvoir déclencher ces alertes en temps réel à l'entrée ou à la sortie d'une zone, par exemple. Ça, c'est nativement ce qui a été exploité par Explorama sur la fonctionnalité Cuzzle, qui est native et dont ne disposait pas Google Firebase, par exemple. Sur le deuxième challenge, c'est le temps réel. Le temps réel étant, vous êtes sur une mission sur le pont du Gard, et est-ce que effectivement l'ensemble de la mission se réalise et vous pouvez partager, vous pouvez avoir des événements qui se déclenchent en fonction de votre état d'avancement sur la mission. Et l'exemple un peu simple, c'est un exemple de filtre temps réel qu'on appelle des filtres de percolation, qui vont permettre au travers du moteur temps réel de pouvoir avoir des équipes qui vont souscrire à des événements. Je suis à l'avancement de telle et telle mission et j'ai découvert le tilleul, où j'avance bien sur le pont du Gard. Et à d'autres de pouvoir publier également des informations sur leur état, leur niveau d'avancement sur le jeu. Donc on va pouvoir, au travers de déclenchement de workflow et de règles métiers, à l'approche d'un point d'intérêt, à la découverte d'un point d'intérêt, à la réalisation d'une mission, à l'avancement de la mission, déclencher des événements avec des profils d'utilisateurs qui peuvent être soit des profils qui publient l'information, j'avance dans ma mission, ou d'autres qui souscrivent à l'information. Est-ce que l'équipe adverse a réalisé sa mission? Est-ce que ma famille et les personnes qui sont dans mon équipe ont, dans un mode collaboratif, peuvent partager le fait qu'ils aient trouvé le tilleul ou qu'ils aient trouvé un point d'intérêt de si près lors du parcours. Donc ce point-là est intéressant au travers de ce moteur de percolation qu'on appelle un moteur de publish et de souscription qui va synchroniser ces états et qui va permettre la mise à jour de ces informations d'état d'avancement tout au long du parcours et du jeu. Quatrième challenge sur le projet, c'est un challenge souvent classique, mais c'est un challenge de déploiement à l'échelle, un challenge de scalabilité de la solution, de l'application, de la plateforme. La question de la scalabilité, elle rejoint l'augmentation du volume. Volume en nombre de sites déployés, le déploiement sur le pont du Gard, le déploiement sur différents sites touristiques du jeu, et également la montée en charge ou le nombre d'utilisateurs qui peuvent utiliser l'application et qui peuvent effectivement réaliser des missions. Donc la problématique principale de la scalabilité, c'est souvent ce zéro supplémentaire qui a rajouté, passer de 1 utilisateur à 10, de 10 à 100, de 100 utilisateurs à 1000, etc. Et donc là, pour encaisser cette charge, effectivement, on a une architecture de type cluster, une architecture de haute disponibilité qu'on appelle masterless, qui va permettre d'avoir des nœuds et des instances de la plateforme qui soient master-master, donc qui sont maître-maître-maître, sans que effectivement l'un soit esclave une instance soit esclave d'un autre nœud, quoi. Et dans cette architecture, ce qui va permettre de faire cette architecture, c'est de faire du déploiement à chaud de nouveaux nœuds et de nouvelles instances pour encaisser plus d'utilisateurs connectés, plus de charges, plus de missions, plus de sites déployés, et de pouvoir également faire du scaling à chaud ou de l'auto-scaling, du scaling dynamique, du déploiement dynamique, de nouveaux nœuds, nouvelles instances à base de containers Docker, notamment. Dernier point sur le projet, dernier challenge, ça a été effectivement un time to market, un lancement à l'approche de la période estivale qui était nécessaire. L'objectif était de pouvoir démarrer avec une nouvelle solution, une nouvelle application pour juillet avec un nouveau studio afin de paramétrer les missions pour le démarrage de la saison estivale. Donc le projet s'est déroulé avec une collaboration, donc c'est un point qui est essentiel sur
pour ce projet entre Eneo et Cuzzle. Cuzzle s'est occupé de la migration de Google Firebase vers Cuzzle, avec une durée assez courte de migration, avec des éléments techniques qui ont pu être migrés, des données qui ont pu être migrées de Google à Cuzzle en une semaine. Ensuite, le point un peu clé, c'est ce co-développement, cette collaboration en parallèle qui s'est faite sur 8 semaines entre, d'un côté, l'adaptation et le développement mobile de l'application mobile, en mai, en juin, et en parallèle par Eneo, par l'équipe Eneo, et en parallèle de ça, le développement du nouveau studio Explorama par l'équipe Cuzzle, pour terminer en juin et pour lancer effectivement aux utilisateurs l'ensemble de cette nouvelle mouture application mobile basée sur Cuzzle et nouveau studio de paramétrage de ces parcours numériques et de ces missions, lancement qui s'est effectué en juillet. Voilà, et du coup, pour vous faire un peu un retour de Explorama, où on en est, je vais vous présenter l'événement qui a eu lieu il y a 15 jours, donc c'était la fête de la nature, pour lequel on était partenaire. Du coup, on a proposé tous les organisateurs de la fête de la nature de pouvoir créer des parcours Explorama spécifiquement sur la durée de cet événement. Et du coup, pendant 2 mois, on a suivi à peu près 130 créateurs, donc ça représente à peu près 2 fois plus d'appels et du support en ligne pendant 2 mois. Avec les retours qu'ils nous ont fait, on a mis en place 5 nouvelles versions du studio, 3 nouvelles versions de l'appli, pour aboutir donc fin mai à 79 parcours Explorama publiés partout en France. Et sur la durée de l'événement, pendant les 5 jours, plus de 1700 groupes de joueurs, parce que c'est les téléphones mobiles qu'on identifie, pas le nombre de personnes qu'il y a derrière, mais il y a souvent entre 2 et 4 personnes derrière un téléphone. Et puis donc plus de 5000 missions patrimoine et nature réalisées pendant la durée de cette fête de la nature. Autant de connaissances transmises et d'informations transmises. Voilà, donc la suite pour nous d'Explorama, on est partenaire des prochaines journées européennes du patrimoine. Donc là, comme disait Jacques tout à l'heure, en termes de scalabilité, de suivi, on sait qu'on va devoir monter en charge et qu'on va avoir beaucoup de joueurs sur ces 2 journées-là, mais avec la structure qu'on a et l'utilisation de Cuzzle, on sait que ça va bien fonctionner, qu'il n'y aura pas de souci. Et puis, pour nous, en termes d'entreprise et de produits, c'est toujours améliorer le produit, c'est-à-dire ajouter des nouveaux types de jeux, faire des jeux en équipe, donc tout le système Cuzzle d'événements en temps réel est hyper important pour ça. Et puis, on a aussi des idées sur les systèmes de récompense, d'ajouter éventuellement de la monnaie virtuelle pour avoir un contact local avec des partenaires locaux, pour être des choses intéressantes sur le système de récompense plutôt que d'avoir uniquement du virtuel, d'essayer d'avoir un vrai contact en réel, de transformer ça en réel. Voilà. Et ensuite, en termes d'entreprise, nous, on est en croissance, donc on a besoin de se staffer, d'être plus réactif aux demandes et d'avoir un meilleur suivi de tous nos clients et partenaires. Voilà. Donc en conclusion, comme vous l'avez vu chez Eneo et Cuzzle, on n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis pour du coup rendre accessible en fait cet outil Explorama, donc qui est ludique, facile d'utilisation pour créer des parcours numériques, et donc qui permet aussi donc à plus long terme de valoriser le patrimoine local, de sensibiliser le grand public et également donc de proposer un nouveau débouché, un nouveau type d'activité pour développer le tourisme. Donc, il y a encore mieux à faire en termes de gamification. Et donc, comme disait Jean-Charles, on ne compte pas s'arrêter là. En ce qui nous concerne, donc nous, on va continuer bien sûr à travailler avec Cuzzle, qui du coup est un socle solide pour nous permettre de relever du coup les défis dont on a parlé. Et puis, pour vous, en fait, Explorama, là, c'est qu'un outil, un exemple de solution gamifiée. Mais comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y a plein d'outils de gamification, plein de techniques diverses et variées, donc les possibilités sont infinies. Donc en fonction vraiment de votre projet, il y a certainement en fait des mécaniques de gamification que vous pouvez mettre en place pour répondre à vos enjeux.
Donc, je vous invite vraiment on va dire, à plonger dans cet univers-là et à mettre en place ça alors, avec vos équipes, puisque l'idée, c'est d'avoir un maximum d'imagination et de force vive autour de la table pour mettre en place ces nouvelles techniques de gamification. Donc, on reste disponible si vous avez des questions sur le projet, sur la gamification, n'hésitez pas. Merci à tous les trois. Pardon, merci à tous les trois. Je vais laisser les participants poser des questions. J'ai quelques petites questions pour lancer déjà les débats. Peut-être d'abord pour Jean-Charles et pour Charles. Concernant la gamification, est-ce qu'il y a une stratégie de récompense en fait via des badges, via des titres, etc. pour motiver l'utilisateur et si oui, est-ce que via l'application, elle est adaptable ensuite à chaque territoire pour que ça ait du sens par rapport au territoire? Je vais répondre du coup. Vas-y, Charles. Donc ouais, là pour l'instant en termes de récompense, alors il y a déjà le fait de progresser dans le jeu, qui est une récompense en soi pour un certain type de joueurs qui sont contents de voir leur progression et de voir qu'ils apprennent des choses. Donc il y a aussi le fait de débloquer des contenus. Là, on va débloquer des cartes découvertes qui vont amener des anecdotes et plus de contenu sur les choses qu'on a vues. Et puis, effectivement, dans les tuyaux, on a la possibilité, donc c'est pas encore disponible, mais de gagner des points en fait dans le jeu. Et donc, comme l'a dit Jean-Charles tout à l'heure, l'idée aussi, c'est que ces points-là deviennent à terme des monnaies que l'utilisateur, le joueur, va pouvoir concrètement dépenser localement sur le territoire. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, il y aura possibilité à terme de pouvoir paramétrer ses propres points en fonction du territoire. Voilà. Ok, donc un impact dans la vraie vie, dans le tissu commercial, économique. Ok, d'accord. Et du coup, par rapport à vos retours d'expérience sur des parcours, c'est quoi la bonne durée d'un parcours entre un parcours un peu trop long où les gens pourraient s'ennuyer, trop court où ils pourraient être frustrés? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à savoir quel temps il faut pour qu'un parcours soit idéal, à peu près? Jean-Charles, tu veux répondre? Ouais, je dirais entre 30 et 45 minutes. Ok. Je vais pas préciser, mais bon, c'est des parcours à pied, donc effectivement qu'on fait en plein air. Et après, ça dépend aussi de la durée de chaque mission. Parce qu'une mission, c'est paramétrable. Ça peut être une mission, rendez-vous à tel endroit, ok, j'y suis avec la géologue et c'est bon, et on passe à la suite, avec une petite explication de où on est allé. Et ça peut aller jusqu'à 8 questions et quiz. Ok. Donc l'essentiel, c'est de bien doser ça entre le nombre de missions et la durée d'une mission. Parce qu'en fait, on est un peu frustré quand on a envie de visiter, d'être vraiment 5 minutes au même endroit et d'avoir plein de choses à lire. Parce que souvent aussi, les créateurs ont envie d'afficher plein d'explications en expliquant voilà, toute l'information sur la statue devant laquelle on est. Mais en tant que joueur, c'est plus intéressant d'être en permanence en itinérance pour découvrir un peu tout. Ok. Est-ce que vous avez une brique du coup de feedback ou peut-être prévu à la fin d'un parcours pour que l'utilisateur puisse dire justement c'était trop long, trop court? Oui, ça, ce sera effectivement des choses dans la prochaine version. C'est des retours qu'on a eu suite à la fête de la nature. Donc, effectivement, voilà, ce sera implémenté suite à ça. Super. Alors, on a une question d'Anton qui demande comment fonctionne la reconnaissance des photos d'espèces végétales dans l'application Explorama. Ok, du coup, je vais répondre aux deux. On a quand même un type de jeu qui est de type un peu sondage, où en fait, c'est des questions où toutes les réponses sont bonnes, qui fait que on a un système de statistiques et en ligne sur le studio, vous avez accès aux réponses des joueurs. Donc, si vous dites comme question, est-ce que le parcours était bien, oui, non, moyen, trop long, vous allez savoir sur quoi ont cliqué les joueurs, pour préciser sur la question d'avant. Ok, d'accord. Sur la reconnaissance photo, on fait appel à PlanteNet, aux algorithmes de PlanteNet. D'accord. Très bien. Et fait par le CIRAD à Montpellier, Institut de recherche français. Ok. Super, merci beaucoup. Du coup, Gento nous pose la question quel est le coût pour un territoire qui souhaite créer un parcours
peut-être le coût à la fois votre côté, mais peut-être aussi le coût humain, côté équipe, territoire, pour déployer un parcours. Ça représente à peu près quoi comme type de projet? Alors, sur l'utilisation d'Explorama, on a différents types d'offres. À savoir que la première, l'offre découverte, du coup, est gratuite. Donc, avec la possibilité de proposer un parcours publié sur l'application Explorama. Et puis ensuite, s'il y a besoin de plus de contenu, donc de plus de diversité de jeux ou de publier plus de parcours, là ensuite, on a une offre payante qui est de l'ordre de 3 000 € à l'année. Voilà, donc c'est en mode licence. Après, effectivement, très justement, il ne faut pas sous-estimer la partie. Alors, sur la création des contenus par le créateur, là, globalement, en une journée, ça peut être fait. Donc, c'est finalement assez rapide. Après, forcément, c'est beaucoup d'allers-retours aussi. L'idée, c'est de faire une première version du parcours, de le publier, d'avoir quelques retours des joueurs, puis de le réadapter et de l'améliorer. Donc, c'est ce que permet aussi les statistiques sur le studio Explorama, c'est de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans son parcours et de l'améliorer. Et par contre, à ne pas sous-estimer, c'est le coût en termes de communication aussi. Donc faire connaître le fait qu'il y a un parcours à tel endroit. Ça veut dire, alors, soit le faire aussi sur les réseaux sociaux, soit le diffuser au sein des offices de tourisme, mettre un panneau in situ à l'endroit du parcours. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être parfois négligées par les territoires, et alors que c'est vraiment très important. Et est-ce que vous avez eu des destinations qui ont intégré des ambassadeurs pour créer ces contenus? Est-ce que souvent les contenus viennent plutôt côté institutionnel, office tourisme, etc. Ou est-ce que vous avez déjà vu des démarches un peu style Greeters, comme à une époque, des gens qui connaissent très bien le territoire et qui participent de manière bénévole avec les institutionnels locaux pour développer des parcours ou proposer des parcours? Alors pour l'instant, nous, c'est plutôt avec des institutionnels, mais justement, c'est une vraie dynamique qu'on aimerait lancer en collaboration avec les institutionnels. C'est de fédérer en fait une petite communauté d'habitants, d'acteurs locaux, qui souhaiteraient faire leur propre parcours et les mettre en avant. Donc ça, il y a notamment un projet comme ça sur lesquels on espère pouvoir avancer dans le sud, où l'idée, c'est de couvrir un territoire qui est beaucoup plus large, une 50aine de communes. Et là, du coup, de faire appel aux habitants permet justement un time to market, encore une fois, qui est plus court, parce qu'on va solliciter toutes les forces vives du territoire avec des connaissances du territoire qui vont être différentes, et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur la création de parcours. Ok, super. Et on a déjà fait des choses comme ça avec des mairies et des écoles, où ce sont des élèves des collèges qui eux-mêmes vont faire l'inventaire sur un sentier et créer eux-mêmes le parcours. Super. Et donc du coup, les parcours sur lesquels vous accompagnez les destinations sont des parcours où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel en fait sur le parcours. Parce que souvent, ça c'est un peu un blocage un bloqueur d'avoir besoin de bornes, etc., d'installer des choses sur les parcours. Là, du coup, on peut complètement laisser la nature intouchée. Ouais, tout à fait. Et c'est aussi un des enjeux. Alors dans certains sites, mais comme par exemple le Pont du Gard, où donc c'est un site qui est classé et en fait ils n'ont pas le droit de rajouter des nouveaux éléments physiques sur place. Donc là, le numérique est aussi une réponse à ça. On ne peut plus forcément mettre de panneaux explicatifs sur les lieux. Donc on va faire appel au numérique pour apporter cette information. Ok, super. En continuant peut-être plus loin là-dessus, je vois qu'il y a une question aussi de Julien qui a été posée tout au début sur comment associer des voyageurs aux enjeux du tourisme éco-responsable de manière générale. Donc, plus largement que sur le... et au-delà des territoires. Okay. Est-ce que peut-être Charles ou Jean-Charles voulez répondre à ça ou commenter? Effectivement, un sujet assez vaste. Il y a beaucoup de choses. Alors, oui, effectivement, impliquer voyageurs, mais comme aussi les locaux. Là, c'est plutôt avoir conscience de l'impact qu'on peut générer quand on voyage. Plus globalement, alors quand on voyage, quand on se déplace de manière assez générale. Donc effectivement, ça peut être mettre en place des scores, des éco-scores pour savoir combien de carbone on a évité en prenant le train plutôt que la voiture pour se déplacer. Ça peut être, on a consommé local pendant nos vacances, on a pris les produits chez les producteurs locaux, on n'est pas allé chercher nos produits au grand supermarché d'à côté qui importe ses produits de l'autre bout du monde. Donc voilà, en fait, c'est une question, effectivement, au-delà de l'aspect tourisme, c'est une question plus globale d'être citoyen.
Après, la difficulté, c'est justement de ne pas moraliser. Faut pas que le voyage devienne malheureusement presque une épée de Damoclès en se disant bah mince, je voyage, je pollue. Enfin, donc voilà, c'est là où c'est compliqué. Effectivement, il y a possibilité de voyager responsable. Il y a beaucoup de choses à voir localement. Je pense que ça déjà c'est une première prise de conscience, c'est de se dire on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir des choses. Et des solutions voilà comme nous Explorama, hein, mais globalement il y en a plein d'autres qui mettent en avant le patrimoine local, contribuent grandement à ça. Mais du coup, Super. voilà, c'est un débat effectivement qui est très très large, je pense. Carrément. Oui, tout à fait. Bah, Julien rebondit en disant justement le jeu doit permettre de déculpabiliser tout en responsabilisant. Oui. C'est vrai que c'est un grand enjeu qui touche d'ailleurs d'autres secteurs que le tourisme, effectivement. Ouais. Moi, j'ai aussi une question, peut-être, alors, pour vous 3, mais peut-être aussi pour Jacques, en particulier, concernant l'approche, autour du temps réel, notamment. Est-ce que finalement le temps réel, c'est pas un peu contradictoire avec une approche responsable et durable? Et comment justement on fait cohabiter voilà, temps réel, géofencing, fonctionnalités très avancées mobiles, avec une approche un peu responsable de la consommation de données? Oui, effectivement, ça paraît un peu contradictoire de dire le temps réel, donc l'instantané, tout ce qui va vite et qui permet d'avoir des réponses instantanées, va permettre finalement d'être plus consciencieux des ressources, va permettre d'être plus frugal, d'être plus sobre numériquement, quoi. Donc la réponse est plutôt oui, ça le permet, parce que aujourd'hui la vraie question c'est pas tant lorsque vous allez utiliser le jeu d'avoir une réponse instantanée, est-ce que ça consomme plus ou moins? Ça pourrait consommer plus, mais en l'état ça consomme moins. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir consommer que ce dont on a besoin. Donc ça rejoint la réflexion de est-ce que la plateforme, la solution est éco-conçue ou pas? Oui, on a une conception avec une éco-responsabilité qui va se traduire par le fait que les ressources qui sont mises en place sont dans un circuit court. On passe d'une solution américaine, Google, à une solution hébergée en France, avec des allers-retours qui vont permettre de faire des appels à la plateforme, mais de ne faire que des appels dont on a besoin. Donc la consommation, la sobriété numérique, c'est la capacité aussi à pouvoir dire je fais les traitements si j'en ai besoin, je stocke les données si j'en ai besoin. Et là, le moteur temps réel il permet de ne pas stocker les données, de faire le traitement en temps réel, donc de faire une réponse immédiate, temps réel, sans avoir de stockage, sans prendre de la place en stockage sur disque dur, par exemple. Donc ça, c'est également un deuxième point. Et peut-être le dernier point, c'est aussi, on retrouve quand même toutes ces notions de sobriété numérique, de frugalité numérique, de circuits courts, parce que plus les circuits sont courts, y compris sur les chemins numériques, les allers-retours, les requêtes, et les données qui sont transportées, moins on va avoir d'impact sur l'ensemble de l'environnement. Pour compléter ce que disait Jacques aussi, nous on a suivi une démarche, alors c'est une démarche volontaire d'éco-conception qui s'appelle Green Concept, qui a été proposée par la CCI Occitanie. Et donc ça nous a permis en fait de vraiment comprendre l'impact de notre système et à quel endroit notre système pouvait impacter sur l'environnement. Alors des choses toutes bêtes, hein, mais on n'avait pas pris conscience par exemple que l'utilisation du GPS, alors au-delà de consommer de la batterie du téléphone, ça c'est un fait, mais l'utilisation du GPS consomme aussi énormément puisque ça fait beaucoup d'allers-retours avec les satellites, donc c'est très consommateur en termes d'énergie. Donc finalement juste le fait de limiter l'utilisation du GPS sur le téléphone et d'aller rechercher par exemple la position du joueur vraiment que quand nécessaire et pas tout le temps, ça a grandement limité notre impact sur l'environnement. Voilà, donc l'idée c'est d'aller un petit peu contre on va dire ce techno-push où on se dit on peut tout faire, autant tout faire. Non, c'est vraiment de le réfléchir de manière à est-ce qu'on a besoin de faire ça, est-ce que la fonctionnalité qu'on est en train de développer est vraiment utile, apporte une plus-value à l'utilisateur, et si c'est pas le cas, on oublie. Voilà. Et puis également, autre point important, c'est vraiment cette notion de scalabilité aussi de l'architecture, c'est-à-dire éviter de prendre un serveur qui va consommer un serveur énorme en se disant comme ça on est sûr, voilà, on est bon pour 10 ans. Oui, mais ça veut dire que pendant les 8 premières années où en fait on met quasiment pas de données sur son serveur,
on va consommer beaucoup plus que si on avait pris un petit serveur. Voilà. Donc l'idée étant aussi vraiment de se dire, notre architecture actuelle permet de faire grandir le service, d'avoir quelque chose de scalable. Donc on peut commencer petit et du coup limiter notre impact. Et au fur et à mesure où on aura besoin, on va prendre un petit peu plus gros. Voilà. Ok, super. Moi, j'ai une petite question également concernant, puisque vous travaillez avec des acteurs institutionnels qui sont soumis à des règles autour de l'ergonomie, de l'accessibilité, et de l'ergonomie aussi, mais de l'accessibilité. Aujourd'hui, l'application, comment elle se situe par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une roadmap par rapport à une roadmap autour de l'accessibilité? Bah, tout à fait, ouais. C'est aussi une des remarques qu'on nous a fait remonter suite à la fête de la nature. Donc c'est sur cette notion. Alors là, on a par exemple travaillé sur la notion de pouvoir proposer du contenu pour les daltoniens, par exemple, être sûr que les visuels peuvent correspondre aussi et que ça sera facilement compréhensible par les daltoniens. Et au-delà de ça, il y a la possibilité de mettre en plus gros les caractères. Il y a globalement bien suivre les règles aussi ergonomiques. Alors là, c'est effectivement dicté aussi plutôt par les Google et Apple, mais voilà, globalement, c'est des bonnes règles aussi à suivre. Et puis après, effectivement, il y a à réfléchir à comment on peut aussi proposer du contenu pour du coup les malvoyants, du contenu peut-être plus audio, par exemple, comment on pourrait interagir avec l'application au travers de la voix, ce genre de choses. Voilà, donc c'est autant de questions. Donc pour l'instant, nous, on va plutôt travailler sur l'aspect visuel, améliorer l'interface. Et puis ensuite, effectivement, travailler sur des mécaniques différentes pour interagir avec l'application. Ok, super. Désolé, j'ai coupé le micro parce que j'ai un chien qui aboie à côté de chez moi, donc je voulais pas, je vais pas polluer le discours. Dernière petite question peut-être, et enfin, moins que d'autres questions arrivent entre temps, mais dernière petite question. Comment vous travaillez autour du fait sur un parcours, enfin que la personne passe plus de temps à profiter de l'environnement plutôt que d'utiliser son application. Ça, aujourd'hui, vous arrivez un peu à le mesurer et à le suivre pour vous assurer encore une fois que les gens passent plus de temps quand même à se promener et à profiter de la nature plutôt que de tout regarder à travers un écran. En effet, ça c'est un des points qui est pour nous très important. Donc ça rejoint d'ailleurs l'aspect de l'ergonomie dont on a parlé juste avant. C'est comment on peut concevoir une application où il y a finalement un minimum de choses à voir dedans pour qu'on soit pas le nez collé sur notre écran. Voilà, on a vu tellement de gens sur Pokémon Go où en fait qui se prenaient des poteaux ou des murs parce qu'ils étaient à regarder leur carte. Voilà, l'idée c'est vraiment pas de faire ça. Donc c'est de se dire par exemple la notion de carte. Ça va pas être l'interface principale. On va la cacher à un endroit et ça va être un outil à un moment pour aider le joueur si vraiment il est perdu. Mais l'idée étant que comme ça, il sera pas le nez collé sur sa carte. Voilà. Donc ça, c'est pas mal de petites réflexions qu'on a autour de ça. Et comment on le vérifie? En faisant tout simplement des tests terrain. On va aussi rencontrer nos joueurs. Donc là, concrètement, pendant la fête de la nature, voilà, on a décidé nous de créer notre propre parcours et de le proposer à des joueurs. Et puis, voilà, on était en contact avec eux, donc on a pu vraiment recueillir leur feedback, voir ce qu'ils ont aimé, moins aimé, comment ils se comportaient sur le terrain. Et on est toujours surpris en fait d'apprendre des nouvelles choses entre créer le parcours sur son ordinateur derrière son bureau et puis le faire effectivement sur le terrain et voir le rendu. On se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes. Donc ça c'est des points très importants que je peux conseiller d'ailleurs à tous les créateurs. C'est vraiment d'aller sur le terrain et d'échanger avec ces joueurs, avec ces touristes. Ouais, je comprends. Alors, je rebondis sur la remarque de Didier. Vous faites bien de nous faire cette remarque concernant la scalabilité. C'est vrai que c'est un terme qui est très employé dans notre jargon, qui est très jargon technologique. Donc, pour être sûr que tout le monde et vous faites bien de nous faire remarquer ce point. Donc, pour être sûr que tout le monde comprend bien ce terme, donc la scalabilité, donc c'est la mise à l'échelle, effectivement, scale de l'échelle. Donc, c'est la mise à l'échelle, c'est-à-dire avoir une architecture capable d'évoluer et de grossir en fonction des besoins et où on va pas avoir besoin d'anticiper des besoins qui sont pas encore arrivés et donc voilà la faire grossir petit à petit. Donc ça c'est la mise à l'échelle en bon français. Voilà, ça serait la mise à l'échelle. Je vois qu'il y a peut-être plus trop d'autres questions. Peut-être alors messieurs, si vous avez un dernier mot de la fin, sinon on va arrêter là ce webinaire. Jacques, Jean-Charles, Charles, dernier point qui vous vient en tête.
Ou est-ce que tout a été abordé? Pour moi, c'est bon, je pense qu'on a Bon, abordé. Il y a pas mal de super. choses, ouais. On est pas mal déjà, ouais. Il y a déjà pas mal de matière, pas mal de matière. Écoutez, merci beaucoup à vous trois. Merci à tous les participants. Merci pour vos questions. Merci pour vos échanges. Vous pourrez retrouver le webinar en version enregistrée, dont le lien vous sera envoyé. Et puis, il sera disponible aussi sur les différents sites. Tout sera dans le mail qui vous sera envoyé. Merci encore à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et donc à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.